Merci pour votre confiance et grande fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, la même heure à Bissau. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. Plus rien ne s'oppose désormais à la mise en œuvre de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Le Conseil national de transition donne son cutus. 3 jours pour débattre de la situation humanitaire au Sahel et réfléchir aux approches innovantes de mobilisation des ressources financières. C'est l'objectif d'un premier forum des ministres en charge de l'action humanitaire des pays de la Confédération AES, un forum ouvert hier à Bamako. En Guinée-Bissau, le président Oumarou Sissoko Embalo limoge le gouvernement et nomme dans la foulée un nouveau premier ministre, son ancien rival Brema Camara. Des ambulanciers, une mission au quotidien, sauver des vies. Ils mènent leur activité avec amour et engagement au seul service des patients. Immersion dans le quotidien de ces héros discrets, c'est le grand format de cette édition. Les finales du championnat national de handball se jouent demain samedi au tournoi féminin UEFA au Sénégal. L'USFAS fait cet après-midi sa deuxième sortie face à Ram Camara de la Sierra Leone. Quand la diaspora touche l'économie malienne sans rhume, elle apporte au pays 800 milliards de francs CFA par an et même plus. Seul bémol, une bonne partie de cet argent est destinée aux charges familiales. Comment inverser la tendance? Le Forum international de la diaspora a fait des recommandations. On en parle dans la chronique du développement en fin d'édition avec Soumela Berti. Et c'est tout pour les titres. Le Conseil national de transition vote à l'unanimité le projet de loi portant charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Après le cutus de l'organe législatif, il revient désormais au président de la transition de promulguer la dite charte, un document qui servira de boussole pour guider les pouvoirs publics dans leur volonté de recoudre le tissu social. Arédjou Matina était au siège du CNT pour Mali Actualité. Adopté en Conseil des ministres, le projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, remis solennellement tout récemment au président de la transition chef de l'État, à l'issue de plusieurs mois de consultation de l'ensemble des forces vives de la nation, vient d'être examiné par l'organe législatif lors de sa session extraordinaire d'août 2025. Considéré comme un document de référence, la charte se veut un guide d'orientation politique, une sorte de contrat social qui pose des principes, des valeurs ou des engagements pour la paix et la réconciliation nationale. Le projet de loi portant charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale comporte un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 106 articles. Ainsi, sous réserve de l'acceptation des amendements et recommandations formulées par la Commission de l'administration territoriale de la décentralisation du culte et de la réconciliation nationale, les différentes commissions du CNT ont émis un avis favorable pour l'adoption du dit projet, voté à l'unanimité des membres du Conseil national de transition présents à la session avec 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale. Je suis extrêmement content et fier de dire qu'aujourd'hui, la charte pour la paix et la réconciliation au Mali est une réalité. Dans l'histoire du Mali, c'est la deuxième fois qu'on a une charte. Vous vous souviendrez qu'en 1235, il y a eu la charte de Kourouga-Fouga, qui est considérée comme l'une des premières constitutions du monde. Ça veut dire tout simplement que le Mali a été toujours à l'avant-garde de la civilisation, de la modernité, du vivre ensemble et des droits de l'homme. Et sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Et c'est la paix qui ouvre les conditions de développement et de tout ce qui va avec. Voilà pourquoi cette charte, aujourd'hui qui a été abortée, va vraiment nous aider à atteindre nos objectifs de façon globale au bénéfice des Maliens. Dr Youssouf Z Koulibaly, président de la Commission de l'administration territoriale, de la décentralisation du culte et de la réconciliation nationale du CNT. Tous les Maliens ont donné leur cutus aujourd'hui à ce texte, au gouvernement, pour son application future. Donc je ne peux que féliciter le ministre de la Réconciliation nationale pour ce travail immense. La procédure législative a été respectée. Dans son préambule, la charte se fonde en premier lieu sur la Constitution du 22 juillet 2023. Dans cette optique, elle s'approprie les principes et les règles édictées dans la dite Constitution, notamment en matière de souveraineté, d'unité nationale, de paix, de cohésion nationale. Après le cutus du Conseil national de transition, la charte, une fois promulguée par le chef de l'État, sera désormais l'instrument de référence pour toutes les initiatives, actions et activités qui concourent à la paix, à la sécurité, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Hors
hors des frontières maliennes, la Côte d'Ivoire a fêté hier ses 65 ans d'indépendance. Un défilé militaire et civil a eu lieu à Bouaké, deuxième ville du pays. Près de 5000 personnes, 750 véhicules et engins lourds ont défilé devant le public. En tête de parade, des militaires américains, français et marocains. Parmi les invités, le président gabonais et le premier ministre guinéen. Un autre premier ministre en déplacement, c'est celui du Sénégal qui poursuit sa visite officielle à Turquie. Ousmane Sonko a rencontré hier le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'occasion de signer 4 accords et protocoles bilatéraux dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'audiovisuel, de la coopération financière et militaire. Ankara et Dakar affichent leur volonté de porter leurs échanges commerciaux à $1 milliard contre environ 450 millions aujourd'hui. Un forum économique réuni demain samedi les deux délégations. De l'économie à la politique pour évoquer cette sortie de l'opposant Maurice Kamto au Cameroun. Il dénonce un choix politique du pouvoir en place de l'écarter de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Dans une vidéo publiée hier sur Facebook, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun pointe du doigt une campagne de diabolisation de son parti et le silence de la communauté internationale face aux crimes contre le peuple. Pas d'élection présidentielle pour le moment en Guinée-Bissau, mais le président Oumarou Sissoko Embalo limoge le gouvernement de Rui Duarte Barro sans donner des raisons officielles. C'était hier soir. Il a nommé dans la foulée au poste de Premier ministre Brema Camara, son ancien rival. Un changement de l'exécutif qui intervient moins de 4 mois des élections générales, présidentielles et législatives. Des élections qui pourraient se tenir le 23 novembre prochain. En revanche, un nouveau gouvernement est formé en République démocratique du Congo. La composition de la nouvelle équipe dirigée par la première ministre Judith Sumewa a été dévoilée hier soir. Elle compte 53 membres, soit le même nombre que dans le précédent exécutif. L'ancien premier ministre Adolphe Muzito, sous Joseph Kabila, signe son retour et nommé cette fois-ci au poste de vice-premier ministre en charge du budget. Un portefeuille qu'il avait dirigé entre 2007 et 2008 avant d'accéder à la primature. De la RDC, cap sur l'Ouganda, où une affaire suscite l'indignation. Un étudiant de 23 ans a été condamné à 2 mois de prison. La justice lui reproche d'avoir ridiculisé le président Yoweri Museveni sur le réseau social TikTok. Devant les juges, l'étudiant a plaidé coupable et demandé pardon. En novembre 2024, un autre jeune avait été condamné à 2 ans et 8 mois de prison pour avoir appelé à la flagellation publique du président. Hors du continent africain, pour boucler cette page internationale, Israël approuve un plan de sécurité présenté par le Premier ministre et vise à vaincre le Hamas dans la bande de Gaza, selon un communiqué des bureaux de Benjamin Netanyahou. L'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat, indique le communiqué. AES, actualité. Les ministres en charge de l'action humanitaire des pays de la Confédération AES se concertent à Bamako à la faveur de leur premier forum. Une rencontre de 3 jours pour débattre de la situation humanitaire au Sahel et réfléchir aux approches innovantes de mobilisation des ressources financières. D'où le choix du thème politique humanitaire et mécanismes de financement de l'action humanitaire dans l'espace AES, enjeux, défis et perspectives. Pour le ministre en charge de la justice, Mamoudou Kassogué, les pays de l'AES doivent compter d'abord sur eux-mêmes. Il s'exprime au micro de Siaga Konaté. Je tiens à saluer ici l'hospitalité des peuples de l'AES qui font preuve de solidarité en accueillant avec générosité et dignité leurs frères et sœurs déplacés et réfugiés, partageant souvent avec eux leurs ressources déjà limitées. Je remercie enfin les partenaires engagés avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont permis de maintenir nos pays parmi les priorités de la communauté internationale. Vos contributions ont permis de sauver des vies, de restaurer la dignité et de donner de l'espoir à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Cependant, des financements plus flexibles, prévisibles et durables sont indispensables pour rompre le cycle de la vulnérabilité et bâtir la résilience des populations. C'est pourquoi je lance un appel solennel aux partenaires techniques et financiers, bilatéraux, multilatéraux et privés, afin de mobiliser davantage de ressources à travers des mécanismes endogènes. Adapter les mécanismes de financement à nos réalités et à la complexité de la situation humanitaire dans l'espace AES. Enfin, soutenir les populations par des solutions durables portées par nos pays avec et pour nos populations. Par ailleurs, si le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont librement choisi de s'unir dans le cadre d'une alliance stratégique et solidaire, ce choix est tourné vers la stabilité,
la sécurité et la prospérité de nos populations. Nous demandons ainsi aux partenaires techniques et financiers de respecter ces choix souverains, de ne pas isoler l'AES et de soutenir nos efforts humanitaires dans une logique de neutralité, d'humanité, de souveraineté et de solidarité. Nous voulons construire avec vous des relations de partenariat sincères, ancrées dans des objectifs de réponse humanitaire efficaces. C'était à l'instant le ministre en charge de la Justice à l'ouverture du forum sur l'action humanitaire. Le compte rendu complet dans nos futures éditions avec Siaka Konaté. Direction Niger pour parler de cette première. Le pays célèbre la toute première promotion de son école de guerre. Ils sont au total 22 stagiaires à recevoir leur brevet d'enseignement militaire de second degré, plus connu sous le nom de brevet de l'école de guerre. Ces officiers supérieurs sont désormais préparés à commander les grandes unités et à exercer des responsabilités d'état-major ou de direction au sein des armées notamment. Retour sur cette cérémonie de sortie de promotion avec nos confrères de la Voix du Sahel. Ils sont donc au total 22 récipiendaires, dont 10 officiers supérieurs des forces armées nigériennes, 5 officiers supérieurs de la gendarmerie nationale, 5 officiers supérieurs de la garde nationale du Niger et 2 inspecteurs principaux de la direction générale de la douane à recevoir leur diplôme sanctionnant 10 mois de scolarité à l'école de guerre, avec une moyenne générale de 14,17 sur 20. L'école de guerre, dont la rentrée inaugurale est intervenue le 1er octobre 2024, dispense un enseignement militaire supérieur du 2e degré, préparant à des fonctions d'état-major, de commandement et de directions importantes, sanctionnées par le brevet d'enseignement militaire supérieur de 2e degré ou brevet d'école de guerre. Colonel-major Rafiou Koulibaly, commandant de l'école militaire supérieure. L'école de guerre est l'école de la préparation aux responsabilités. En effet, sa vocation est de préparer les officiers supérieurs à commander des grandes unités et à exercer des responsabilités importantes d'état-major ou de direction au sein des armées ou tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de sécurité nationale. Face à la première promotion de l'école de guerre, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi, les a appelés à incarner les valeurs fondamentales pour faire honneur à notre pays. Vous êtes les pionniers d'une institution appelée à rayonner au-delà de nos frontières. Vous êtes désormais appelés à incarner par vos actions les valeurs fondamentales qui ont guidé votre formation. Discipline, compétence, loyauté et engagement patriotique. Cette cérémonie a permis de récompenser les meilleurs stagiaires par des prix. Ainsi, le prix d'excellence a été remporté par le lieutenant-colonel Assouman Habibou de la garde présidentielle. Le prix lui a été remis par le président de la République, chef de l'État, Abdraman Tiani. Prix d'honneur au lieutenant-colonel Salah Maman Manirou de la garde nationale du Niger par le Premier ministre. Prix d'encouragement au lieutenant-colonel Hama Ali Bourema de la gendarmerie nationale par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Et enfin, le prix du meilleur mémoire géopolitique au lieutenant-colonel Assouman Habibou de la garde présidentielle par le président du Conseil consultatif de la refondation. D'une sortie de promotion à une autre, au Burkina Faso, ils sont plus de 2000 stagiaires, toutes filières confondues, qui s'engagent auprès des autorités nationales pour vaincre l'ignorance et promouvoir le développement socio-économique. La promotion est baptisée Éducation et Souveraineté. Les stagiaires, les encadreurs ont été célébrés à Koudougou, d'où nous appelle Simon Sefa Bamoun de la Radio nationale du Burkina. Partout où nous serons affectés en ville comme en campagne, dans les conditions aisées ou difficiles, nous resterons des éducateurs debout et engagés pour l'avenir de notre patrie, le Burkina Faso, a souligné avec force Barthélémy Kagambega, le délégué des 2090 stagiaires en fin de formation à l'école normale supérieure. Un engagement qui réjouit les coparrains de la cérémonie. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a invité ses filleuls à s'approprier la nouvelle politique éducative que déroule le gouvernement sous le leadership du Premier ministre et du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Les fonctionnaires absentéistes, corrompus, médiocres, somnolents sur leurs tâches, le gouvernement n'en veut pas, a dit le ministre Mathias Traoré. Pour les États membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, l'éducation n'est pas simplement un service social, elle est une arme stratégique, un levier d'émancipation et de reconquête de notre souveraineté politique, économique, sécuritaire et culturelle, a rappelé Bassolma Bazier,
Didier, le patron de la cérémonie. Il a exhorté les stagiaires à faire preuve de professionnalisme, de rigueur, de sacrifice et d'humilité dans l'exercice de leur métier. L'inspecteur de l'enseignement primaire, Sébastien Nanan, est le major des 5 instituts de l'école normale supérieure avec 16,88 de moyenne. Awa Zongo est la première de toutes les dames stagiaires avec 16,85 de moyenne. Les 3 premiers par institut ont reçu chacun un ordinateur portable, un kit de l'ENS, une attestation d'excellence et une enveloppe d'encouragement. Ils exercent la même profession et partagent un souci au quotidien, celui de sauver des vies. Mahamadou Ouattara et Niaman Coulibaly sont tous les deux ambulanciers, une activité qu'ils mènent avec amour et engagement au seul service des patients. De quoi faire d'eux aujourd'hui un maillon essentiel de la chaîne des urgences au niveau de Bamako. Les embouteillages, le stress ou encore la fatigue, les difficultés ne manquent pas. Des difficultés transcendées grâce à l'envoi à une profession qui ne rapporte pas gros. Immersion dans le quotidien de ces héros discrets, c'est le grand format de cette édition signée Soumao Aïdara. Ok, nous on a besoin de l'ambulance au niveau de la cervicale. Ok, c'est compris, on sera là dans peu de temps, Charles. Un appel, une vie à sauver, une course. C'est le quotidien de Mohamedou Ouattara, ambulancier à Bamako. Il commence sa carrière comme simple chauffeur dans un centre de santé, puis apprend le secourisme et acquiert les compétences nécessaires pour intervenir dans les situations d'urgence. Mohamedou Ouattara, ambulancier, 34 ans, 1,76 m au volant, évolue au CCRF, centre de santé de référence de la commune 5. Les formations qu'on a suivies vont de la prise des premiers secours, comment est-ce que rouler une ambulance quand vous transportez un malade, puis comment maintenir le malade sur la civière. Comme lui, Niaman Coulibaly est également ambulancier. Âgé de 38 ans, mesurant 1,75 m, il travaille au CCRF de la commune 6 du district de Bamako. Dans le cadre de ces formations, nous avons appris des notions telles que la meilleure prise en charge d'un patient, allumer la sirène de l'ambulance, entre autres. Selon les médecins-chefs, le travail des ambulanciers est bien organisé au sein du service. Un système de garde est en place 24 heures sur 24. À chaque alerte, l'ambulancier part immédiatement sur le terrain pour assurer le transfert du patient. Dr Ahmed Diallo, médecin-chef du CCRF de la commune 5. Nous avons 7 chauffeurs ambulanciers. Il y a un qui assure la permanence 24 sur 24 et les autres sont de liaison. Actuellement, nous avons 6 ambulances. Les ambulances sont destinées essentiellement à la mère et à l'enfant. Donc quand il y a des cas de réanimation, il y a aussi des cas d'AVC. Donc tous ces cas d'urgence sont transportés dans les hôpitaux. Professeur Mamadou Diallo, médecin-chef du CCRF de la commune 6. Chaque jour, il y a un qui monte à la garde. Donc au besoin, ils sont appelés dans les CESCOM. Il y a une ligne téléphonique qui est là. Directement, on l'appelle, il va chercher pour l'amener ici. Et ça, c'est la référence. Maintenant, l'évacuation vers les hôpitaux, ça, c'est en cas. Si on a des pathologies qui ne peuvent pas être prises en charge ici pour les plateaux techniques, on les envoie dans les hôpitaux. Nos 2 ambulanciers reçoivent plusieurs appels d'urgence et ils interviennent selon la gravité des cas. Mohamedou Ouattara, ambulancier au CCRF de la commune 5. Peut-être par jour, peut intervenir souvent plus de 10 fois. L'ambulancier est chargé de couvrir en quelque sorte tout le district, doit couvrir le CCRF aussi. Niaman Coulibaly, ambulancier au CCRF de la commune 6. Lorsque je suis de garde, je peux recevoir 6 ou plus d'appels d'urgence. J'interviens dans les 13 CSCOM de la commune 6. Je transporte les femmes enceintes en complications et autres types de malades vers les hôpitaux comme le Point G, le Luxembourg ou l'hôpital du Mali. Être ambulancier va au-delà de répondre à des appels d'urgence. Il s'agit de faire face à des situations comme les embouteillages et le stress. Au Mali, les gens ne sont pas trop courtois dans la circulation. Donc vraiment, on a beaucoup de mal à avoir la route pour les urgences. Ça me fait 17 ans que je roule l'ambulance. Je n'ai jamais eu d'accident.
Les usagers de la route ne nous facilitent pas la tâche. Nous avons d'énormes difficultés à nous frayer un chemin. Il y a également le stress, car tant que je ne suis pas arrivé à destination avec le malade et le confier à un spécialiste de la santé, je ne suis pas tranquille. Nos efforts sont reconnus par nos employeurs, mais pas par certains proches des victimes. Le métier d'ambulancier ne rapporte pas gros, mais pour Mohamedou Ouattara et Niaman Koulibaly, l'activité leur permet de couvrir les besoins essentiels. Mon salaire aujourd'hui ne peut pas subvenir à tous mes besoins, mais j'essaie d'adapter mes besoins à mon salaire. La prime qu'on nous donne à chaque sortie, ça fait 1000 francs. Nous savons tous que notre pays traverse une situation difficile. À chaque sortie, je bénéficie d'une prime. Ce que je gagne comme salaire me permet de subvenir à mes besoins. Les primes dont bénéficient ces ambulanciers entrent dans le cadre du document référence évacuation. Dr Ahmed Diallo, médecin-chef du CCRF de la commune 5. Ils n'ont pas de prime spéciale en tant que telle, seulement ils bénéficient dans le cadre de la référence évacuation, des primes qui sont réservées aux chauffeurs. Voilà, donc en dehors de ça, c'est la prime de garde que nous payons. Professeur Mamadou Diallo, médecin-chef du CCRF de la commune 6. Normalement, sur chaque référence à l'évacuation, les chauffeurs ont un quota. Et comme notre cadre qui était là est déjà périmé, on est en train de faire un nouveau cadre qui va définir les nouveaux quotas. Être ambulancier, c'est aussi oublier la vie des familles à cause de la fréquence des urgences. Mohamedou Ouattara, ambulancier au CCRF de la commune 5. On fait partie du personnel socio-sanitaire, on n'a presque pas de vie familiale, on est comme des militaires, on est toujours au front. Niaman Koulibaly, ambulancier au CCRF de la commune 6. Quand je suis de garde, avant de monter, je donne tout le nécessaire à ma famille, notamment l'argent de la popote. Et quand je reçois un appel d'urgence et que je ne suis pas disponible, je confie la tâche à un de mes collègues. Chaque trajet est une course contre la montre et au bout de chaque sirène, il y a une vie à sauver. Dans l'actu des sports, partons au Sénégal où le tournoi féminin UEFA se poursuit. Nous sommes en football. Pour sa deuxième sortie, l'USFAS affronte cet après-midi Ram Camara de la Sierra Leone. Ici au Mali, les finales du championnat national de handball se jouent demain samedi dans la salle Abdallah Mahaman du stade du 26 mars. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tchinou. On commence par le handball. Les finalistes du championnat national sont désormais connus et les affiches aussi connues. Les finales se joueront samedi dans la salle Abdallah Haïdra du stade du 26 mars. La finale chez les dames se jouera entre le Sigi de Caille et le centre sport de Lafiabougou. Coup d'envoi 15h. La finale des messieurs opposera l'USFAS et le centre sport de Missabougou. En ce qui concerne les matchs de classement pour la troisième place, les rencontres se joueront aujourd'hui. L'AS Police et l'USFAS s'affrontent en dames et les hommes du COL en découdront avec ceux de l'AS Police. Les rencontres débutent à partir de 9h. Restons dans le handball où un nouveau partenariat a été signé entre la Fédération malienne de handball et la société Ouagadougou Tonnerre. Cette convention stratégique permettra de soutenir les actions de développement du handball dans notre pays. Compte rendu, Famourou Djourti. Cette signature vient certifier un partenariat entre la Fédération malienne de handball et l'entreprise Ouagadougou Tonnerre pour renforcer les synergies du monde des affaires et le sport. D'une durée d'1 an renouvelable, les deux parties expriment leur enthousiasme quant aux avantages que cette collaboration pourrait apporter. Khalilou Djabi, PDG de Ouagadougou Tonnerre. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de la Fédération malienne de handball. Nous vous remercions, Monsieur le Président, avec votre équipe pour cette confiance. Nous croyons fermement que le sport, en particulier le handball, joue un rôle crucial dans la construction d'une société plus forte et plus dynamique. Commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. En acceptant de venir au secours du handball malien, Ouagadougou Tonnerre démontre sa volonté de participer à la formation et à l'éducation d'une jeunesse saine qui est l'avenir de demain. Ce partenariat nous permettra de donner plus d'allant à notre ambition pour le handball malien. Ouagadougou Tonnerre rejoint ainsi une liste croissante de partenaires qui participent activement à la promotion du handball au Mali. La Fédération malienne de la discipline et Ouagadougou Tonnerre partagent désormais une vision commune, celle de faire briller le handball malien sur la scène nationale et internationale. Championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2024. La phase de groupe se poursuit
À la faveur de la deuxième journée, l'Algérie sera donc face à l'Afrique du Sud. Après sa démonstration face au pays hôte Luanda 3-0 en ouverture l'année dernière, l'Algérie entend enchaîner pour se rapprocher des quarts de finale. L'Afrique du Sud, qui entame, elle, sa campagne après avoir été exemptée de la première journée, aura sans doute à cœur de prendre sa revanche. De retour au CHAN après 4 éditions d'absence, les Bafana Prime entendent frapper fort avec une première consécration en ligne de mire. Juste après, à 20h, il y aura Guinée-Ouganda. Tombée du Niger 1-0 en ouverture, la Guinée-Conakry actuellement co-leader du groupe C, à la différence de but derrière l'Algérie, a à cœur d'enchaîner, histoire de faire un pas de plus vers la qualification pour les quarts de finale. Les Guinéens n'ont jamais manqué la qualification lors de leur précédente participation. Mieux encore, ils se sont à chaque fois qualifiés en demi-finale en 2016 comme en 2020. Terminant 4e en 2016, puis 3e au terme de l'édition suivante. Corrigé dernièrement 3-0 par l'Algérie, vice-champion en titre, Luanda entend de son côté se replacer au classement. Eux qui chassent toujours une première qualification en 7 participations. Et puis la CAF procédera au tirage au sort préliminaire des compétitions interclubs à Dar es Salaam. L'événement est prévu pour ce samedi, donc demain, à partir de 10h temps universel. Le Saman de Bakou, qualifié pour la Ligue des Champions, et le Djoliba pour la Coupe de la CAF sont concernés par ce tirage. Tournoi IFOA prime qualificatif à la Ligue des Champions féminine. L'ISFAS, après avoir réussi son entrée en lice face aux détenteurs du trophée, et représentant du pays hôte, le Sénégal, les dames de l'ISFAS affronteront celles de Ram Kamara de la Sierra Leone cet après-midi. Chronique du développement. On vous parlait la semaine dernière de 3 recommandations prioritaires sur une vingtaine formulées lors du Forum international de la diaspora. Aujourd'hui, gros plan sur l'apport de nos compatriotes à l'économie nationale. En 10 ans, il est passé de 300 à 800 milliards de francs CFA par an et même plus. Une bonne partie de ces transactions financières est destinée aux charges sociales des familles. Comment inverser cette tendance? Le Forum de Bamako a fait des recommandations que nous découvrons dans la chronique du développement signée Soumela Berté et Marc Dambeli. Transformer l'apport de la diaspora malienne en fonds d'investissement, les recommandations prioritaires du Forum international de la diaspora de Bamako concourent à l'atteinte de cet objectif. Depuis une dizaine d'années, les transferts de fonds de la diaspora en direction du pays vont croissant. Des informations tirées du circuit bancaire qui ne prennent pas en compte l'argent transféré par des canaux informels. Les précisions avec Mahamadou Kamara, le secrétaire exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Nous sommes autour de 800 milliards. Bon, mais ça, c'est pas le circuit bancaire. Chaque année, au niveau de la BCAO, des informations sur lui et moi, les banques, parce que les transferts qui suivent la voie régulière passent tout forcément par les banques, les circuits bancaires. Et c'est de cela qu'il ressort qu'on est autour de 800 milliards par an en transfert. Et je vous rappelle qu'on est parti d'environ 300 milliards dans les années 2012. Donc il y a une dizaine d'années, on était autour de 300 milliards, 360 milliards. Il faut tenir compte également d'autres formes de transferts, parce que tout ne se passe pas par le circuit bancaire. La plupart des transferts se font par Baradadi, le grand marché. On sait, il y a des officines qui sont là. On donne un coup de fil à quelqu'un. On dit, bon, je t'envoie un tel qui récupère 100 000 ou 200 000 francs. Bon, ça passe pas par le circuit bancaire. De l'autre côté également, l'argent est remis à quelqu'un. Il y a des transactions comme ça qui se font. Sans compter lors des voyages également. L'argent qu'on donne aux uns, si tu vas remettre à ma mère, remettre à mon père, remettre à mon frère, remettre à mon ami. Alors tout ça également, ça va. Donc c'est pourquoi nous pensons l'un dans l'autre que on ne peut pas avoir moins de 1500 milliards de transferts par an en direction du Mali. Une autre problématique, et non des moindres, était au cœur des travaux du Forum international de la diaspora de Bamako. C'est celle concernant l'attitude des descendants des premières générations d'expatriés. Si ces derniers ne sont pas suffisamment préparés, la chaîne de solidarité, disons l'amour envers la patrie, risque d'être fracturée. Si les premiers qui sont partis, les parents, avaient tous leurs objectifs tournés vers le Mali, ce n'est pas nécessairement le cas des enfants, des petits-enfants, qui sont souvent des binationaux. Alors donc, si on prend garde, tous les transferts de fonds en direction du Mali, on risque d'en pâtir à un certain moment, parce qu'on n'a pas su entretenir la relation parents-enfants et petits-enfants au niveau de l'extérieur. Donc la plupart des enfants qui sont ou des petits-enfants qui sont des binationaux se sentent également résistants de leur pays d'origine. On récupérait 100% des Maliens établis à l'extérieur au départ, mais maintenant peut-être on est à 50% qu'on est en train de recruter parce qu'on n'arrive pas à entretenir correctement les enfants et les petits-enfants. Alors c'est un phénomène très très important. Si on veut continuer à faire de la migration un atout pour le développement du Mali, il faut se pencher très sérieusement sur ce problème. Et je pense que le fait de transformer la diaspora même en entité administrative va permettre davantage, parce qu'en ce moment,
Les Maliens établis à l'extérieur seront directement responsables de la gestion administrative de nos compatriotes à l'extérieur, de régler ce type de questions. Si les recommandations du Forum international de la diaspora de Bamako sont mises en œuvre telles que souhaitées, rien ne devrait être comme avant. Conviction des responsables des Maliens établis à l'extérieur qui comptent sur l'accompagnement des autorités pour avoir des garanties. Mahamadou Kamara. Les Maliens établis à l'extérieur ne sont pas rassurés. C'est-à-dire que vous êtes à l'extérieur, vous envoyez de l'argent au Mali, vous n'êtes pas sûr de venir retrouver votre argent. Vous donnez de l'argent à quelqu'un pour investir, vous n'êtes pas certain qu'il va investir dans ce que vous avez demandé. Alors si vous achetez un terrain, vous n'êtes pas sûr que le terrain est votre terrain. Alors vous voyez, c'est très compliqué. Alors c'est tout ça qu'il faut lever comme barrière. Tant qu'on ne lève pas ça, ça va être très très difficile. Alors donc, évidemment, on a soulevé l'autre question. C'est peut-être dû au fait que au niveau du Mali ici, tant au niveau des hommes politiques, des fonctionnaires, que souvent même dans le cercle de famille, on considère les Maliens établis à l'extérieur comme la vache qu'il faut traire, au lieu de nous considérer plutôt comme le cheval qui tire la charrue. Alors cette vision aussi doit changer. C'est-à-dire si les autres profitent de la diaspora, c'est parce qu'ils s'organisent mieux que nous. Sinon on est beaucoup plus fort que les autres. Et le Malien est très patriote, il aime son pays. On sait qu'au Mali, le problème, c'est pas les textes, ce sont les hommes. Et c'est pourquoi en même temps, nous nourrissons beaucoup d'espoir par rapport à cette transition, notamment aux engagements du chef d'État lui-même, du général Assimi Goïta, pour qu'on lève ces barrières-là. En clair, le Mali doit mieux profiter de sa diaspora. Et nul doute que le Forum international de la diaspora de Bamako aura balisé la voie vers l'atteinte de cet objectif. Et pour ce faire, il revient à chaque partie prenante de jouer pleinement sa partition. C'était la chronique du développement et c'était la signature de Soumela Berti. Chronique qui met d'ailleurs un terme à cette édition qui vous a été servie par un trio. À la mise en onde, Alou Koulibaly, à la mise en ligne, Mohamed Koulibaly et au micro, Brahma Traoré. Ne décrochez pas. Juste après moi, Fousseni Diarra s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à vous, où que vous soyez.